pour présenter les invités à chaque fois, on enregistre une petite intro. Là, c'est Grégoire qui a enregistré une petite intro. Volontairement un peu humoristique. On te le fait écouter et on en parle juste après. L'invité de cet épisode est un créateur, mais surtout un graphiste hors pair. Il sort sa carte du jeu en mettant en scène la vie d'un créatif sur YouTube. Sur cette plateforme, il critique votre logo avec bienveillance, mais croyez-moi, il n'hésitera pas à le redessiner s'il est hideux. Il vous transporte également avec ses tours de magie, et on peut se demander franchement s'il n'est pas le fils caché de David Copperfield. Enfin, si Google devait le définir en un seul mot-clé, ça serait le mot design. Il le met absolument partout, dans tous les titres de ses vidéos, mais c'est également un domaine dans lequel il excelle. Sans jeu de mots douteux avec son pseudo, nous avons le plaisir de le recevoir, c'est le youtubeur Ballo. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Incroyable, ça me définit parfaitement. Ça te définit bien, tu trouves ? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu veux expliquer peut-être en 2 minutes un peu la genèse de ta chaîne et de ce que tu fais et de comment t'en es venu à être un créateur de contenu sur YouTube aujourd'hui ? À la base, si j'ai commencé à vouloir créer sur YouTube, c'est surtout parce que j'étais un gros consommateur. Mais genre depuis très longtemps quand même. Et j'ai toujours été attiré par la vidéo. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire sur YouTube ? Genre, ça m'est pas venu à l'idée directement de faire du graphisme, bizarrement. Ouais. Genre, je faisais déjà du graphisme depuis hyper longtemps. Parce que toi, c'était de formation. Ouais, j'ai graphiste, quoi. Ouais. Vraiment, c'est ta formation. Parcours artistique, etc. Carrément, au début, je voulais presque créer une chaîne de cuisine. Genre, rien à voir, tu vois, parce que j'aime bien cuisiner et tout. Et puis, finalement, à un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire un peu de graphisme, vu que je fais ça depuis des années. Et j'ai commencé avec des tutos comme plein de chaînes dans ce milieu. Ouais. Tuto Photoshop, Illustrator. Donc à la base, la chaîne Ballo qui s'appelait Ballo à l'époque, quoi. Non. Ça, tu peux spoil ? Premier nom de chaîne horrible. J'ai du mal à le dire quand même. Vas-y. Ça s'appelait Graphissime au début. En fait, j'étais tellement mal à l'aise de me lancer sur YouTube que j'avais besoin qu'une sorte d'entité m'incarne, tu vois. Que ça soit une sorte d'entité et que ça soit pas directement ma personne. Donc genre mes introductions, c'était en mode salut à tous, c'est Ballo sur Graphissime. Genre tu vois, genre comme si elle allait avoir d'autres personnes, tu vois. Il y en a jamais eu. Genre le mec, non, spoiler. Voilà. Le mec n'assume pas du tout, tu vois. Non mais normal, c'est pas forcément facile au début de se mettre face Clairement. à la caméra et tout. Et en fait, j'ai changé pourquoi de nom parce qu'un jour, je reçois une mise en demeure d'un avocat. Incroyable. Je suis en mode, ok, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte qu'en fait, en France, il y a un studio de graphisme qui s'appelle Graphissime et ils ont régulièrement des clients qui viennent chez eux en mode, ah oui, j'ai vu votre chaîne YouTube et tout, trop cool. Et ils sont en mode, on n'a pas de chaîne YouTube en fait. Et donc, ils découvrent mon truc. Et ils sont un peu inquiets parce que si mon truc prend de plus en plus, ça va leur faire de l'ombre. Et du coup, ils ont engagé un avocat pour mettre une petite pression. Mais fondamentalement, je suis pas sûr que... Et toi, t'as juste dit, oui, d'accord, je change. Honnêtement, j'ai hésité. Ok. J'ai hésité. Et puis après, finalement, j'avais quand même un peu en tête, dans le fond de mon cerveau, l'envie d'avoir mon pseudo, tu vois, plutôt que ce nom chelou, qui me renfermait aussi dans un truc. Ouais. Ok. Et donc au début, tu commences par des tutos. Ouais. Et ensuite, c'est quoi le switch ? Comment tu t'arrives à faire autre chose que des tutos ? Je pense qu'il y a un moment où genre je m'ennuie un peu dans le fait de juste proposer une sorte de mini cours, tu vois, et que j'ai envie de plus moi en fait explorer des choses. Et donc je pense que la première fois que je fais autre chose, c'est une identité fictive pour un personnage de fiction. Ok. Genre j'ai envie de rebondir un peu sur les actualités et du coup à l'époque genre je pense que le tout premier truc que je fais c'est créer un logo pour Walter White. Genre je regarde Breaking Bad et je me dis je vais essayer de créer un petit concept un peu plus original qui est axé un peu autour de la pop culture, peut-être que ça va ouvrir les vidéos à plus de monde. C'est ce que je pense à l'époque, pas trop finalement, mais c'est le but en tout cas. Et puis moi aussi me faire plus plaisir. Je trouvais cool le fait d'avoir un personnage de fiction qui vient dans ton bureau et qui te commande un logo, tu vois. Et donc là c'est un peu le premier step de vouloir m'écarter un peu des tutos et juste du côté scolaire un peu. Ok. Quand tu crées toi tes contenus, est-ce que tu as un moyen spécifique ou est-ce que tu as des tips ou des sites ou des chaînes ou des gens que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent sur lesquels tu vas faire ta veille entre guillemets dans ton secteur, c'est-à-dire tout ce qui est graphisme, art graphique, motion, vidéo même, enfin tu vois, ça peut être très large. C'est compliqué parce que je m'inspire de plein de trucs différents quoi. Genre j'ai pas vraiment genre on va dire de gars en particulier qui va m'inspirer plus qu'un autre parce que j'en consomme plein de différents pardon et surtout j'essaie surtout pas de regarder les contenus qui me ressemblent. Ça je pense que c'est la pire chose à faire parce que ça va trop t'influencer, enfin c'est ma perception des choses et genre j'évite justement, je fais une chaîne de graphisme mais je regarde très peu de graphisme sur YouTube. Donc je vais plus aller voir ce qui se fait dans les autres niches ou chez les autres créateurs qui font des choses totalement différentes, peut-être parfois réadapter
des concepts ou des idées dans la niche du graphisme. Ouais, c'est ça. Tu reprends des idées. On en parlait avec un invité qu'on a reçu avant qui s'appelle Valran, qui est je sais pas si tu connais la chaîne Le Crayon. Et il expliquait qu'en fait, il y avait plusieurs niveaux on disait, pareil avec un autre invité, on s'était fait cette remarque, qu'en fait, la vraie idée n'existe pas. C'est-à-dire que tu sors pas une idée de ton chapeau de nulle part, mais qu'en fait, c'est qu'une somme d'inspiration. Et Valran expliquait qu'il y a plusieurs degrés d'inspiration, c'est-à-dire refaire quelque chose qui existe dans un autre pays, par exemple. Et tu le réadaptes évidemment à ta sauce, tu fais pas exactement la même chose. Voler les idées des Américains. Et ce que Valorant expliquait aussi, c'est que tu peux prendre l'idée d'un autre média, genre par exemple un truc qui vient de la télé, et le réadapter sur un concept YouTube. Ou prendre un truc qui vient de Insta, et le réadapter sur un truc, tu vois, je vois carrément, twister en fait la provenance du format et le réadapter en fonction des codes de la plateforme sur lesquels tu vas le diffuser, tu vois. Ouais, clairement. Toi, si tu devais citer une personne, un créateur que tu suis, qui t'inspire beaucoup, t'aurais quelqu'un si tu devais en choisir un? Je sais que c'est horrible comme question. C'est un peu par cycle parce que tu vois genre. Okay. Mais en ce moment je regarde beaucoup Ryan Trahan. Ok. Je sais pas si tu vois qui c'est. Tu m'en as déjà parlé, mais. Ouais, incroyable. Justement au niveau storytelling, il est très fort et là en plus il est en train de faire une série qui est en train un peu révolutionner YouTube. Okay. Il est en train de faire un challenge de 30 vidéos en 30 jours et en gros si tu veux aux États-Unis le penny va disparaître. Okay. Tu vois la pièce d'un penny. Ouais. Et en gros son délire c'est il va aller remettre une pièce d'un penny à MrBeast en partant de Los Angeles. MrBeast il habite de l'autre côté vers New York, enfin pas New York mais en Caroline du Nord. Donc il part avec un penny et il doit se démerder pour aller sur l'autre côte. Et donc de jour en jour tu le suis dans un sorte de daily vlog où genre il doit trouver une solution pour faire de l'argent. En fait de jour en jour il change de pays, tu vois, et il doit tout le temps trouver des petites idées pour gagner de l'argent. Donc et qu'est-ce qui est fort pour toi dans ce contenu-là? C'est la manière dont il le raconte, c'est les happenings, c'est la façon dont il le raconte, l'humour, le côté challengeant aussi. Ouais. Parce qu'en fait, il te montre vraiment comment est-ce que je vais créer de l'argent avec rien. Ok. Tu vois, genre au début, il part avec son Sense, il l'échange contre un bic. Ensuite, son bic, il va l'échanger contre. Mais il doit arriver quand même là-bas avec Donc, son Sense au final. Ouais. Ok. Bon, il a toujours un deuxième Sense, si tu veux, mais tu vois, genre, il doit quand même se payer un ticket d'avion à un moment, tu vois. Mais sauf qu'il part d'un Sense. Ok. Et le gars, chaque jour, en fait, il trouve des solutions pour se faire de l'argent. Et il y a un petit twist. En gros, il travaille avec une fondation, une association, pardon. Et donc, il y a une collecte de fonds. Et si tu veux, s'il y a des dons de $50,000 sur l'association, ça le reset. Donc, ça veut dire qu'il repart à un Sense. Si maintenant il a genre $200 en poche, et que quelqu'un fait un don de 50,000, il repart donc à un la Sense. cagnotte arrive à 50,000? Ou c'est un don? Non, c'est un don de 50,000. Okay. Ça reset et il perd toute sa thune et il doit repartir de là où il est actuellement. Mais avec un Sense. C'est stylé en termes de format en fait, d'avoir pensé à ça. C'est très fort. Et c'est un truc trop cool. En vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est comment t'arrives à pas faire juste du caritatif pour faire du caritatif en disant, hey, donnez de l'argent, point. Mais en fait, réussir à conceptualiser le truc pour engager les gens et avoir un truc qui marche bien. Et donc en fait, le format a été pensé, je pense aussi autour de ça. Faudra lui poser la question, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu plus et pour que les gens soient au courant quand même qu'on fake pas le truc complètement, mais on travaille beaucoup ensemble. Bien sûr. Et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, mais j'aimerais que tu racontes un petit peu tout le travail qu'on a pu faire, notamment sur le storytelling ensemble. Comment t'as retravaillé notamment dans tes derniers contenus en fait, parce que c'est assez récent, c'est pas un truc qui a, ça fait pas 6 ans quoi. Qu'est-ce qu'on a travaillé pour arriver à un peu une nouvelle étape sur le storytelling que tu fais aujourd'hui? Ok. Étrangement, c'était un concept que je connaissais vaguement, mais que je m'étais jamais vraiment intéressé et j'avais jamais compris en fait la puissance de ce qu'était le storytelling. Et puis dernièrement, j'ai vu pas mal de contenus qui en parlaient, qui expliquaient comment c'était une grosse plus-value dans tous les secteurs en fait, parce que moi je pensais que le storytelling c'était plus pour le cinéma, etc. Mais en fait c'est un truc qui est utilisé genre dans les sociétés, pour vendre des produits, pour créer des vidéos. En fait c'est partout. C'est partout. C'est partout. Ça s'appelle pas forcément du storytelling partout, mais c'est comment raconter quelque chose pour que ça soit attirant et intriguant quoi, tu vois. Clairement. Ça peut être dans une phrase, tu peux faire du storytelling, dans une vidéo tu peux faire du storytelling, dans une musique tu peux faire du. En fait c'est partout. Moi j'essayais souvent de faire du storytelling vis-à-vis des marques que j'allais créer, fictives on va dire, mais du coup je l'appliquais pas pour la vidéo. Je l'appliquais pour ce que j'allais créer dans la vidéo, mais pas pour la vidéo. Et donc là depuis quelques mois maintenant on essaye sur la dernière vidéo de travailler un peu plus justement sur le scénario, créer des hauts et des bas, et pas que ce soit hyper linéaire, parce qu'avant le problème que j'avais sur mes anciennes vidéos, c'est que c'était tout le temps super linéaire où genre il y a aucune surprise on va dire.
mis à part dans la création, on va dire. Il y avait pas de surprise dans la façon de réaliser la vidéo. Et du coup, c'est monotone, en fait. C'était un peu, pour vulgariser ce que tu dis, c'était un peu, j'expliquais que, enfin, il y a un thème, j'explique le truc, je le montre, j'explique, je le montre, je l'explique, je le montre. Et du coup, c'était exactement trop linéaire. un pattern qui devient ennuyeux, en fait. Sauf si t'es passionné par le sujet ou le truc, mais globalement, qui a une capacité de rétention peut-être un peu plus faible que un truc de storytelling travaillé. Bien sûr, ouais. Okay. Et le storytelling, c'est justement essayer de jouer aussi un peu avec les sentiments des gens. Bien sûr. Principalement, en fait. Mais c'est le système, enfin, là, je trouve, le truc le plus parlant pour le storytelling, c'est les séries, tu vois. Évidemment. Les films, c'est aussi, il y a aussi du storytelling, mais je trouve que dans les séries, c'est encore plus fort et plus marqué dans le sens où t'as des épisodes, tu dois choisir, enfin, tu vois, c'est ce qu'on appelle un cliffhanger, je crois, c'est ça le terme, quand tu cut ton épisode au moment où il te donne vraiment l'envie de regarder le suivant, tu vois. C'est là où c'est le plus visible, je trouve, le storytelling dans son... Et en plus, dans les séries, c'est encore plus puissant, comme tu le dis, dans le sens où tu t'attaches encore plus aux personnages, parce que tu les vois beaucoup. En fait, il y a un truc qui est très différent, je pense, avec YouTube, c'est que YouTube, c'est plus, on va dire, la réalité. Et donc, c'est là aussi je me pose la question parfois, jusqu'où on peut aller dans le storytelling de nos vidéos? Est-ce que, genre, ça peut poser problème ou pas de manipuler un peu, justement, l'histoire de la vidéo, de se baser sur des faits réels de la vidéo, mais de rajouter, par exemple, des embûches qui ne seraient pas forcément là dans la réalité, mais de le rajouter juste pour le storytelling. Du coup, ça devient un peu un mix entre de la fiction et de la réalité. On en parlait dans un autre épisode avec Micode. Enfin, tu vois, en gros, lui, ce qu'il expliquait, c'est que sur un projet qui va peut-être lui prendre 2 semaines, parfois, le truc qui a duré 5 minutes ou 10 minutes, ça va faire la moitié de la vidéo. Parce qu'en fait, en insistant dessus, ça permet de faire une belle histoire. Alors qu'en fait, il va avoir passé 1 semaine et demie à essayer de chercher des trucs, à pas trouver machin, et qu'en fait, s'il fait la moitié de sa vidéo là-dessus, c'est super chiant, tu vois. Donc, c'est juste du dosage, si tu veux. Ouais, il faut doser, tu mens pas. C'est jamais du mensonge, c'est-à-dire que tu ne mens pas sur ce qui s'est passé ou sur ce qui, voilà, mais tu vas insister un point ou diminuer un autre point, et donc, en fait, un peu mentir, en vrai, pour faire un beau storytelling. Tu vois. Après, ça sert la vidéo, quoi. Donc, l'objectif, c'est de servir la vidéo. Mais dans le fond, ton projet, il est bien réel. Ce qui en sort est bien réel. Ce que t'as fait est bien réel. Tu vois, c'est juste comment tu le racontes pour insister ou pas sur des points, quoi. En fait, ce qui est aussi marrant, c'est que parfois, quand on est dans ton processus de création de vidéo, il t'arrive des embûches, mais avant, genre, j'allais pas forcément les mettre, en fait, ces petits problèmes qui arrivent pendant le tournage. J'allais me dire, ah non, ça je vais dégager parce que j'ai pas envie de montrer qu'en fait, je me suis planté à ce moment-là, tu vois. Alors qu'en fait, c'est hyper intéressant de le montrer parce que du coup, les gens voient un peu les failles, ils voient comment tu peux rebondir par rapport à ce problème. Et ça, moi, j'allais vraiment avoir tendance à le virer, en fait, de la vidéo pour que ça soit justement en mode tout le temps bien. Genre, comme si je comprenais pas que les failles que tu peux avoir ou les échecs peuvent te servir justement pour que le récit soit beaucoup plus intéressant. Ça a un gros facteur d'authenticité aussi, je pense. Clairement. Et tu montres pas une image incroyable de toi en mode où tu réussis tout le temps tout, en mode perfect, je suis un boss. Une des métriques, alors c'est pas vrai tout le temps, mais je trouve que c'est un truc assez commun qu'on retrouve chez des créateurs de contenu qui marchent bien, c'est quand même l'authenticité, quoi. Bien sûr. C'est à quel point t'es authentique dans tes vidéos, et même s'il y a aujourd'hui des chaînes qui cartonnent et qui sont un peu full fake, c'est quand même une métrique assez commune, je trouve. Bien sûr, tu vois. Clairement. C'est les gens ont besoin de pouvoir se connecter à toi, alors même si c'est storytelling, etc. Ouais, c'est ça, et l'authenticité, c'est vraiment important, quoi. Et donc, clairement, ce truc-là que tu décris, bah, ça vient renforcer à mort l'authenticité, et donc c'est grave intéressant, quoi. Clairement, ouais. Oui, parce que si t'as face à toi un gars qui est complètement parfait tout le temps dans ses vidéos, ben en fait, t'es juste en mode, c'est bizarre, en fait, je peux pas me reconnaître en lui. Ça, tu peux pas t'identifier. Et donc aujourd'hui, toi, dans ces dernières vidéos là sur lesquelles t'as beaucoup travaillé ce point-là, tu peux expliquer peut-être ce qui a changé dans ton processus de création avant versus maintenant? Mais en fait, maintenant, je scénarise. On va dire que je vais beaucoup plus scripter les vidéos et réfléchir vraiment. Parce que là, j'ai l'impression que maintenant, quand je vais scripter ma vidéo, que je vais réfléchir à la structure, je vais du coup vraiment complètement baquer cet esprit linéaire et essayer de créer des petits twists dans le scénario, ou justement d'exhiber encore une fois les failles, les problèmes, pour montrer la réalité des choses, que c'est pas toujours facile, etc. Et comme je le disais juste avant, je lissais tout le temps les vidéos. Ouais. Ce que maintenant, j'essaie de beaucoup moins faire. J'ai essayé de rajouter beaucoup plus de dynamisme, on va dire, dans les vidéos. Ouais, c'est ça. Avant, genre, j'étais vraiment du style à poser ma caméra derrière mon bureau, un peu comme les classiques youtubeurs, on va dire, où genre, ils ont leur petit cadre habituel. Et c'est ce que je faisais aussi pendant très longtemps. Mais après, ça va presque plus loin que le storytelling, ça, parce que je m'intéresse énormément à la réalisation. J'aime trop justement jouer avec les plans et je m'intéresse beaucoup au cinéma et ce genre de choses. Du coup, là, je l'implémente aussi beaucoup plus, pas forcément pour le storytelling, mais aussi parce que ça me fait kiffer en fait de sortir de ma zone de confort, de montrer plus que juste mon cadre et essayer de dynamiser ça avec d'autres plans et de m'amuser et d'explorer en fait. Ouais. Comment
ça a été reçu par ton audience quand t'as fait ce premier switch? Parce que toi, ça a été assez brutal, entre guillemets, vraiment d'une vidéo à une autre, il y a pas tout qui a changé, mais il y a un vrai changement, clairement. et une vraie dynamique complètement différente, et un travail qu'on sent, moi je te parle de mon analyse de viewer, mais qu'on sent beaucoup plus poussé, quoi. L'impact est immédiat, ce qui est très agréable, et surtout les gens font le remarquer, donc ça fait trop plaisir quand tu vas lire tes commentaires et qu'en fait tous les top comments c'est juste des gens qui expliquent que ça a changé, que t'as trouvé un nouveau style, que ça leur plaît énormément, et ça donne énormément de force pour continuer. Et d'ailleurs, la vidéo d'après, je refais la même chose sur un autre sujet, et pareil, les gens me redisent la même chose de nouveau, donc ça fait extrêmement plaisir. Et l'impact est vraiment immédiat. Ça, c'était assez fou. C'est que au début, ça faisait un peu peur. Je me disais, ah ouais, là, je vais un petit peu changer ma façon de réaliser, etc. Je sors un peu de ma zone de confort là-dedans. Comment est-ce que les gens vont l'accueillir? Mais en fait, ils l'accueillent juste bien parce qu'en fait, c'est mieux, tout simplement. Ouais. Puis c'est vachement plus captivant à regarder. Et on a aussi pas mal discuté ensemble de ce sujet sur les titres et les miniatures. Ah oui. Et ça, honnêtement, je déteste ça. Ouais. Ça, je sais que c'est pas ton truc. Mon némésis. T'aimes pas, mais en fait, tu sais que c'est important, mine de rien, quand même. C'est hyper important. Clairement. Sur YouTube, et c'est spécifique à YouTube, c'est pas le cas de toutes les plateformes, mais sur YouTube, le mode de consommation fait que 80% des vues d'une vidéo vont être générées par l'algorithme YouTube qui pousse la vidéo soit en homepage, soit en suggestion d'une personne. Ouais. Et donc, c'est primordial d'avoir un titre et une miniature qui incite au clic, parce qu'en fait dans l'algo YouTube, ce qui va permettre de faire des vues, et donc en fait que l'algo va de plus en plus pousser la vidéo, c'est en grande partie le clic sur impression, donc en fait le taux de clic versus le nombre de fois où la vidéo a été poussée à quelqu'un, et pour ça il faut un titre qui soit accrocheur, catchy, qui suscite une curiosité, qui fonctionne avec la miniature pour renforcer ce sentiment de curiosité, et en même temps faut faire attention à rester dans une mesure où tu ne tombes pas sur quelque chose auquel tu ne t'attends pas du tout. Oui, ça, genre du clickbait. Ouais, du gros clickbait, parce qu'en fait, il y a une autre métrique qui est hyper importante pour l'algo YouTube, c'est le watch time. C'est-à-dire que si t'arrives sur une vidéo, si c'est genre, vous n'en reviendrez pas, vous n'en croirez jamais vos yeux, et qu'en fait t'arrives sur un truc où tu dis, mais what the fuck, pas du tout. Ouais. Tu vas tout de suite drop, et donc le watch time, il va être 0, et donc YouTube cherche à pousser des contenus à une audience qui va les consommer et qui va les aimer, et donc en fait le watch time associé à ce clic sur impression est hyper important, et donc les miniatures et les titres sont hyper importants. On avait beaucoup discuté de l'aspect titre sur la vidéo où tu crées une marque de savon. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce que t'avais prévu à la base et à quoi on est arrivé? Oui, bien sûr, je me souviens. Attends, tu peux le raconter? Je te lance dessus. Vas-y. Et juste fait une petite remarque avant. C'est vrai que justement, c'est hyper important, comme tu dis, les miniatures et les titres. Ouais. Et maintenant, j'ose plus en plus. Sur YouTube, encore une fois. Ouais, c'est pas le cas de toutes les plateformes. Sur Dailymotion aussi. Ouais, non, je rigole. Pour les ça existe encore? Ça existe encore, ouais. Putain, c'est dingue. Je sais même pas comment c'est possible. Les vues sont catastrophiques. Ah oui, ce que je voulais dire justement avant de rentrer là-dedans, c'est que maintenant dans mes vidéos, j'ose de plus en plus tester des choses dans la manière de raconter, etc. Ou même dans les plans ou dans l'humour. Mais c'est vrai que dans les miniatures et les titres, ça me fait peur. Ouais. J'ose pas tester des choses, tu vois. Mais il faut tester, je pense qu'il faut itérer et tester des trucs, parce que sinon tu sais jamais. Si tu utilises toujours la même recette qui marche aujourd'hui, tu sais pas si ça se trouve que en fait t'es juste assis à côté d'une recette qui marcherait 10 fois mieux et que t'oses juste pas la tester. C'est bête. Donc c'est pour ça que j'aime bien maintenant justement en parler avec toi ou avec d'autres personnes qui puissent me conseiller. Et clairement, du coup, la vidéo. Donc, raconte l'histoire de la vidéo où tu crées une marque de savon. Ouais, donc c'est une vidéo où je crée une marque fictive de savon. A priori, pas super sexy comme thème. Parce que le savon, voilà, c'est un savon. C'est pas, le savon, c'est peut-être pas le truc qui va faire le plus cliquer les gens, quoi. Bien sûr. Et donc, moi, dans ma tête, je voulais rester dans ma structure un petit peu habituelle de titre. Et donc, le titre de base, c'était « Je crée une marque de savon en 5 jours », qui est vraiment hyper générique, en fait, où j'explique ce qu'on va faire dans la vidéo. Il y a rien de vraiment attirant là-dedans. Il y a pas d'éléments qui va attiser la curiosité, mis à part peut-être pour les gens qui sont graphistes. Ouais. Et du coup, là, c'est toi et Mickaël qui me proposaient une idée. Ouais, on en parle avec... tu m'en parles? Ouais, je t'en parle. On en parle avec... Tu rigoles. Moi, je te dis, je pense qu'il y a un truc qui est pas ouf et qui manque peut-être quelques éléments. On en parle avec Micode. Et en fait, ce titre qui était je crée une marque de savon en 5 jours est devenu j'ai 5 jours pour créer une marque en partant de zéro. Ouais. Et avec une miniature, je le précise, où tu tiens un objet dans ta main,
avec un point d'interrogation. On sait pas ce que c'est On sait cet pas ce objet. que c'est. Et donc ça suscite un autre niveau de curiosité. Donc t'as le premier niveau de curiosité qui est j'ai 5 jours pour créer une marque en partant de zéro. Donc un truc en mode ok, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et donc un peu de challenge, etc. Et qui donne la curiosité de ah ouais, mais comment il va faire? Et jusqu'où il va? Et c'est quoi cette marque? Donc en fait, Ouais. et c'est quoi la thématique? Et t'as la miniature qui vient rajouter cet élément avec t'as un objet dans les mains, on sait pas ce que c'est. Et du coup t'as envie de savoir ok mais en fait c'est quoi la marque, c'est quoi l'objet et à côté t'as un petit truc jour 3 où on voit que t'es épuisé donc en mode genre tu galères et pourquoi tu galères tu vois. En fait il y a tous les trucs et on le voit tout de suite dans les vues qu'elle a fait sur ta chaîne par rapport aux moyennes de vues. Ce qui est incroyable avec cette vidéo c'est qu'elle du coup elle démarre extrêmement bien et là franchement je suis hyper content parce que elle démarre mieux qu'un épisode de genre design vos logos, qui est genre mon émission phare, qui quand je sors un épisode, c'est toujours la vidéo qui démarre et qui est numéro 1 dans les statistiques. Ouais. Et carrément cette vidéo dépasse cette série. Et là, ça me fait extrêmement plaisir parce que, enfin, je préfère faire des vidéos de ce genre-là que des redesigns de logos. Ouais. Du coup, c'est. Alors que dans le fond, toi-même, tu l'as dit en intro quand on parlait de ce sujet-là, t'as dit pas le sujet le plus sexy du monde. Tu vois. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai. Tu vois, en fait, c'est... Et je misais pas en plus, moi, trop sur cette vidéo. Ouais, c'est un mix de très bon storytelling, très bon titre et très bonne miniature. Très bon, non, mais... Je sais pas, mais merci. En tout cas, grosse progression sur le storytelling. Très bonne miniature, très bon titre, qui font que, bah, par rapport à ton average view, bah, t'exploses le truc et elle se retrouve dans les tops de tes dernières vidéos. Quoi. Ouais, clairement. Complètement. Et hyper gratifiant, quoi. Ouais. Et en plus, encore une fois, on voit directement l'impact, tous ces différents métriques, quoi. Ouais. Genre, la miniature, le titre, la vidéo en elle-même. Parce que le watch time est bon aussi sur la vidéo. Et c'est top. Et les gens, encore une fois, dans les commentaires, enfin, c'est... Oui, clairement. C'est assez unanime. Évident, c'est vrai que c'est assez unanime. C'est vraiment évident que les gens ont remarqué ce truc-là. Ils le disent, quoi. Ils disent, ah ouais, on voit que ça a changé, qu'il y a une progression, que les trucs est trop cool. Enfin, c'est ouf. Est-ce que toi, t'as des outils que tu utilises spécifiques pour écrire tes contenus? C'est pas forcément genre j'utilise tel logiciel. Moi, le tips le plus, le conseil que je donne à énormément de monde, c'est et que j'applique maintenant depuis que j'ai commencé YouTube en fait, c'est la prise de notes régulière. Ok. Genre c'est un bête truc, mais genre moi maintenant je prends des notes vraiment toute la journée. Dès que j'ai des idées, je les note. Et c'est pareil du coup pour la construction de mes vidéos parce que souvent j'ai des idées quand je suis sur mon vélo ou en déplacement ou dans le train ce matin. Et beaucoup trop de gens, je pense, font confiance à leur mémoire, à leur cerveau. Ouais, et c'est impossible. Ça, c'est clairement, il faut se faire à l'idée que notre cerveau est très mauvais pour retenir des petites choses, des petites informations que tu as dans la journée. Du coup, moi, j'ai commencé à prendre des notes depuis genre 5 ans de manière vraiment hebdomadaire. Plusieurs fois par jour, plein de fois par jour, dès que j'ai des idées. Même parfois pendant la nuit, je me réveille pour noter un truc. Et finalement, tu te rends compte qu'en fait, après un mois, genre tes notes, elles sont genre c'est colossal, tu vois, genre t'as noté mais énormément de trucs et ça permet vraiment de générer des idées, de pouvoir s'y replonger et ça va, enfin tu vas rien oublier en fait et c'est hyper pratique. Genre c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à donner aux gens, c'est de prendre des notes. J'utilise Notion. Intéressant. Pour ceux qui veulent Notion outil que je recommande à tout le monde parce que c'est vraiment un truc hyper puissant quand on prend un peu le temps de se le faire sur mesure pour soi et ses besoins. Ça a aussi changé ma façon de bosser. Ouais, de ouf. C'est vraiment trop puissant et leur succès n'est pas anodin du tout quoi. Donc genre vraiment ça marche trop bien. Moi avant c'était Notes et Google Sheet. Enfin tu parles de la prise de notes. Ouais, la prise de notes. C'est Docs. Ouais, Google Sheet c'est l'équivalent Excel. T'as raison, Docs. Mais ça marche aussi bien, tu vois, mais c'est différent. Ça dépend. Moi je trouve que les deux peuvent cohabiter. D'ailleurs nous on utilise les deux, tu vois. Donc moi pour mon utilisation là tout est regroupé dans une application et ce que j'aime bien c'est ce principe de soupage, tu vois. Ouais. Que t'as dans un projet et que tu peux pas avoir avec Docs, je crois. Enfin, je sais pas. Si, maintenant tu peux indexer des pages dans des pages. Mais c'est pas aussi complet que Notion. Mais t'as ce côté partage facile, tu vois, qui marche bien. Enfin bref, c'est peut-être moi juste qui ai l'habitude d'utiliser Docs aussi de temps en temps. Ouais, donc sur certains trucs, j'arrive plus à poser mes idées quand je suis sur Google Doc que sur un Notion, tu vois. Et pour d'autres trucs, je préfère Notion. Enfin, ça dépend. Bah, je comprends, c'est compliqué quand t'habitues à un truc aussi de switcher. On va passer à un sujet, on sort un peu du storytelling pour arriver sur le sujet de l'influence. Ok. Au sens très large. C'est pas l'influence en mode combien de fois on me demande des photos dans la rue, ça on s'en fiche. Comment tu perçois plutôt même l'influence que tu peux avoir en tant que graphiste sur ton audience? Est-ce que c'est des choses, t'as des éléments où tu t'es dit j'ai un truc vraiment qui m'arrive très souvent. C'est hyper gratifiant et
et en même temps surprenant, parce que j'avoue que à chaque fois que qu'on me montre ça, je suis en mode what the fuck, d'où ça arrive. Mais très souvent, des gens sur Instagram, etc., m'envoient des photos de moi dans des cours de graphisme en haute école, en université de graphisme. Ok. Et ça, c'est hyper drôle parce que genre, du coup, il y a beaucoup de professeurs de graphisme qui montrent mes vidéos en classe à leurs élèves, et donc après les élèves m'envoient le truc, et là, je suis tout le temps un peu en mode ça va loin, quoi. Genre. Non, mais en vrai, c'est ouf. Enfin, Ouais, c'est dire à quel point, en fait, t'es devenu influent, mine de rien, dans ce Là, truc-là, l'impact tu vois. dans les écoles, c'est trop drôle parce que C'est dingue. sachant en plus que j'ai pas terminé l'école, Ouais, ouais. ça me fait bien rire, tu vois. Mais Ouais. Mais non, mais c'est qu'il y a des choses à raconter de tes contenus, et que c'est pas juste, enfin, c'est aussi que c'est une preuve que c'est du bon contenu, mine de rien. C'était des professeurs qui viennent s'en servir aujourd'hui. ouais, Quoi. ça, sûrement, ouais. Avant, t'étais aussi freelance. Ouais. Maintenant, tu t'es 100% sur YouTube, donc Ouais. tu n'as plus de clients externes, en gros, pour qui tu fais des prestations de graphisme. C'est ça. Est-ce que le fait d'être sur YouTube et d'avoir une communauté sur YouTube t'a apporté des clients? Ouais, clairement, être sur YouTube et avoir l'influence que j'ai maintenant, ça m'a apporté énormément de clients. J'ai quasi des demandes quotidiennes pour bosser. Mm. Alors que je sais que le milieu du graphisme et du freelancing dans le graphisme est quand même très compliqué. Il y a beaucoup Très concurrentiel, en fait. ouais, beaucoup de concurrence, énormément. Souvent, les gens, les débuts sont très difficiles parce que t'es dans une mare de monde qui sont tous là pour avoir des clients. Mais clairement, en fait, déjà, la grosse plus-value, c'est que j'ai souvent des gens qui me demandent de bosser pour eux, mais qui veulent que j'en fasse une vidéo. Donc, ça leur sert aussi, en fait, de publicité, de vitrine, que moi, je documente tout ça en vidéo. Bon, là, tu sens un peu le truc en mode fourbe, en mode, ouais, tu pourrais peut-être en faire une vidéo. Ce qu'on va dire tout de suite pour tous les gens qui nous écoutent, tu ne le fais plus. Non, bien sûr, je le fais. C'est-à-dire que tu ne le fais plus dans le cadre de quelqu'un qui te dit, hey, salut, j'ai besoin de redesigner un logo. Ouais, et en fait, tu ne fais plus de freelance même. Non, C'est-à-dire je dis pas que je ne le 100% de ferai ton plus activité jamais. aujourd'hui, c'est de la production. Oui, à date en tout cas. Hein. Ouais. Mais 100% de ton activité aujourd'hui, c'est de la production de contenu Clairement, sur ouais. YouTube, etc. Exactement. Ta chaîne, etc. Exactement. Mais il est clairement pas dit que ça se reproduise pas plus tard. Ouais. Parce que si je trouve vraiment un chouette projet avec un client, un truc qui me parle à fond, qui a un budget intéressant, qui me permet justement de faire des trucs hyper cool, pourquoi pas, tu vois, le documenter sur YouTube et ça peut être hyper chouette. En fait, le suivre goal, même l'aventure. pour toi, on en a déjà parlé ensemble, même, et c'est un truc que tu kifferais faire, et moi je trouverais ça trop bien de faire ça avec un client, c'est vraiment qu'un vrai client sérieux d'une certaine ampleur te dise, ok, je te donne carte blanche pour refaire mon logo, ma DA, ou un packaging, un truc. Ouais, même pas forcément d'une grosse ampleur, en vrai. Ouais, mais juste Si le truc me touche, Ouais. le concept est original. et que en fait tu mutualises le fait que ce soit un client de ta vidéo sur la partie influence, parce que évidemment tu lui apportes énormément de visibilité, etc. Donc tu es rémunéré pour ça aujourd'hui avec les partenaires, mais aussi en fait que tu fasses 100% ce que tu sais faire pour ce client-là, tu vois. Ouais. Et ça ce serait trop cool. Ça arrivera sûrement un jour, honnêtement. Mais ça va arriver, c'est sûr. Est-ce que t'as un retour ou est-ce que t'as un sentiment de comment est perçu ton travail sur YouTube par des graphistes pros En fait, moi, le problème aussi que j'ai pas globalement, tu vois. Globalement, je sais pas trop. Non. Ce qu'il y a, c'est que tu vois, par exemple, dans le graphisme, il y a beaucoup de spécialisation. Et moi, j'ai aucune spécialisation. Personnellement, j'aime trop faire plein de trucs différents. Donc, évidemment, quand je fais la typographie, des graphistes qui font que de la typographie tout le temps, bah, ils vont voir les défauts. Donc, ils vont peut-être me juger en mode, ah oui, mais la typo, elle est pas incroyable, en fait, tu vois. Évidemment, quand je fais de la 3D, je suis pas un artiste 3D, je vais être jugé par ceux-là. Mais je pense que les gens qui sont un peu dans mon délire, qui touchent un peu à tout, ils vont potentiellement valider ce que je fais. Ouais, Mais, c'est cool. parce que moi, comme je te le dis, je suis pas du tout du genre à rester focus sur une seule activité et faire que ça. Genre, c'est impossible pour moi. J'ai besoin, en fait, de toucher à tout. Ok, mais c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça qu'au final aujourd'hui t'en es là. Clairement, ouais. Si c'était trop sectorisé, je pense que t'aurais pas pu rassembler l'audience C'est ça, ouais. que t'as aujourd'hui, et puis tu serais peut-être arrivé à court d'idées au bout d'un moment. Clairement, tu ouais. vois, Bah, si t'as une chaîne YouTube que sur la typo, genre de choses, c'est compliqué. Ça devient un peu plus compliqué, quoi. Enfin, le spectre est évidemment moins large. On a une petite séquence qu'on fait avec chaque invité, qui est le fait d'analyser une campagne qui est sortie d'une marque, une grande marque en l'occurrence, très connue, très connue même, et voir un peu ce que t'en penses et un peu discuter autour de ça. McDonald's, ils ont lancé une campagne qui s'appelle Recrutement, mais Recrutement qui s'écrit REQRUTEMENT. Et donc en fait, donc t'as le QR qui est en majuscule, donc QR bien, pour le QR code. C'est une campagne qui est ultra simpliste, qui a été faite par Publicis, qui est composée d'une affiche blanche, 100% blanche, sur lequel t'as un unique QR code, pas de texte, pas d'explication, rien. T'as vraiment genre fond blanc, QR code. Et en fait, là où ils ont été hyper créatifs,
c'est dans les couleurs qu'ils ont mis dans le QR code. Ok. Et en gros, je te le montre, mais Le reveal. je vais l'expliquer en même temps. Je sais pas si tu le vois. Ah bah oui, ok, je comprends Mais en fait, directement l'idée. ils ont réussi par les couleurs dans le QR code à faire genre un cornet de frites, un burger. Trop Et en fait, malin. tu le devines, tu vois. Trop bien. C'est hyper léger. C'est très visuel. C'est trop bien. Et en fait, du coup, ça aussi suscite une curiosité qui fait que tu vas vouloir snapper le QR code pour savoir Mhm. ce qui Ouais, contient. clairement. Ouais, bien sûr. Et en fait, qui te redirige vers une page de recrutement McDo, Mhm. etc. Et qui t'explique que, en fait, McDo a une campagne de recrutement, Ouais. etc. Et l'idée est de toucher, évidemment, les plus jeunes, qui ont Bien sûr, ouais. plus l'habitude d'utiliser ces QR codes plutôt que de faire une campagne hyper bateau où tu vas te dire juste, McDo recrute, c'est génial comme boîte, venez. Ouais, bien sûr, ouais. C'est hyper malin. C'est hyper malin et c'est hyper fort. Donc déjà, tu l'avais jamais vu? Je l'avais jamais vu, non. Jamais C'est- vu même c'est, les images? Non, jamais. Ouais, moi je la trouve hyper forte. Et c'est ouf parce que toutes ces marques de fast-food sont toujours très forts en communication, quoi, parce que Mais Burger ouais. King, ils sont très forts aussi. mais tu c'est vois. marrant parce que Burger King, je pense que 50% des gens que je reçois ici, quand on parle de campagne de com, il y a 50% des gens qui me C'est vrai. disent Burger King. C'est sûr. Tu vois. Et c'est vrai parce qu'ils sont trop forts, ils ont réussi à faire un C'est truc. une réalité. Enfin, alors, je vais utiliser le terme que je déteste le plus certainement au monde, mais disruptif. Tu vois, vraiment un Je sais truc pas ce où que ça veut dire. disruptif, c'est vraiment genre sortir des codes, tu vois. Et, Ok. et Burger King, ils sont trop forts pour ça, réussir à utiliser la vanne Clairement. de manière hyper fine, à utiliser l'humour de manière hyper fin. Mais un peu, j'ai vraiment l'impression que Burger King et McDo, c'est comme genre deux super-héros Ouais. qui se battent, tu vois. Ouais. Et genre, il y a deux teams et c'est genre Superman et Batman, Et tu en vois. fait, Burger King arrive à avoir ce poste, et là, peut-être un peu, même en réalité, tu vois, je sais pas à quel point en termes de business, même si Burger King aujourd'hui c'est quand même très gros, mais ils ont réussi à avoir cette position un peu d'outsider qui se permet de taper sur le géant. Ouais. Et ça marche trop bien, tu vois. C'est très drôle. Et ils le font de manière hyper fine, mais c'est marrant parce que vraiment, c'est le truc qui revient tout le temps. Bien sûr. Et t'as souvent aussi Pepsi Étonnant. contre Coca qui revient souvent. tu Ouais, vois, c'est qui- pareil, qui- c'est qui- la même qui- guerre. qui grosse inspi- ouais. C'est la même guerre. Mm, C'est mm. deux franchises, en fait. tu vois. Est-ce que C'est pour Star toi, Wars et Harry Potter. c'est une bonne ou une mauvaise opération de com? Je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est une plutôt très bonne opération Pour de moi, com. c'est très bon. Bah, j'adore voir ça parce qu'en plus, ça montre qu'il y a encore des gens qui arrivent avec des idées hyper innovantes, qui utilisent un truc que tout le monde utilise au quotidien. Enfin, Ouais. les QR, c'est un peu maintenant Ouais. implémenté dans notre Surtout vie. le Covid, quoi. Et ils vont se le réapproprier pour créer quelque chose de nouveau avec, changer les couleurs, créer une illustration dedans pour qu'on les reconnaisse. Mm. Enfin, c'est hyper malin. C'est hyper fort. Surtout le cornet de frites, c'est ce qui est très fort avec l'identité de McDonald's, c'est qu'ils sont là depuis tellement longtemps que quand tu vois du jaune et du rouge, tu penses directement avec eux. Ouais. À eux, pardon. Mm. Donc là, avec le QR, ils mettent du jaune et Ouais, du c'est, en rouge plus, et c'est du- bateau, hein. C'est un QR carré. Enfin, c'est toujours carré, les Mhm. QR codes, de toute façon. Et t'as juste la forme d'un Ouais. cornet de frites en rouge et juste le top du carré, C'est du ça, coup, en jaune, et tu captes tout de suite que c'est ça, en fait. Bien sûr, tu reconnais Alors, directement McDo. T'as même pas besoin de voir le logo pour capter que c'est Ouais, eux, c'est quoi. ça, c'est ouf. C'est ça qui est très fort avec leur Il y a identité. même pas de logo, mec. Ouais, Il y a rien, il y a Ouais, pas c'est de ça. logo. Ah si, peut-être, attends. En bas. Non, il y a pas de logo. Il y a pas de logo. C'est vraiment, Et c'est il y a pas de marrant logo. parce que, Et tu captes. Tu captes tout de suite. Dans la tête, Parce voilà. qu'il y a aussi, c'est leur couleur. Je pense que Bien c'est sûr. l'or rouge, l'or Bien jaune. sûr. Sur le burger, c'est la couleur du pain, tu C'est vois, sûr. c'est la couleur de la salle. Enfin bref, c'est assez marqué que c'est leur Mhm. couleur. Je pense que à force de les voir maintenant, on les voit tellement partout aussi que Ouais. tu sais, tu les as super identifiés. Mais Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ils forcent aussi les consommateurs ou les personnes dans la rue à être actifs dans le truc. Ouais. Genre, c'est ça qui est encore plus malin, c'est que t'es pas juste passif face à la publicité. Tu en fait, deviens ça va actif. trigger ta curiosité. Ouais, ça, quoi. c'est, en T'as fait, pas tous les éléments et t'as Clairement. juste envie de comprendre et du coup tu vas snapper le truc. c'est de la pêche, en fait. Ouais. Genre, c'est un hameçon et tu mords à l'hameçon Exactement. comme, Exactement. Et c'est un hameçon avec un super appât au goût en fait. Parce que Clairement. du coup, ça a été beaucoup la curiosité, je trouve. C'est hyper fort. T'as le en droit- plus, dans les trucs comme ça, c'est tout le temps juste une question d'idée et jamais forcément d'exécution, quoi. Parce que là, c'est hyper simple à exécuter. Ouais. C'est l'idée qui est incroyable. Mm. Parce que il faut pas être un graphiste incroyable pour faire ça. C'est Non. juste, C'est hyper simple. et c'est Mais, souvent ce que j'explique un peu dans mes vidéos ou à des gens qui veulent avoir des conseils en graphisme. Le plus important, c'est pas forcément le visu, mais c'est l'idée derrière. Ouais, c'est comment t'arrives à retranscrire C'est ça, ouais. la partie créa de l'idée et du Mhm. process même en fait de où tu vends Ouais. les gens, comment, pourquoi, etc. Est-ce que tu pourrais, c'est aussi une petite tradition dans le podcast avec les gens avec qui on discute, c'est est-ce que tu pourrais nous parler du projet dont t'es le plus fier? Je pense que le projet dont je suis le plus fier, il est pas encore sorti Ça parce arrive. qu'il est en cours de création, je crois. Ah bah parfait. Genre, trop content qu'on parle de ce sujet-là parce que vas-y, je te laisse Mais expliquer. j'espère que Parce que j'y participe beaucoup, enfin on en Bien parle sûr. tous les jours littéralement, donc Clairement. je suis trop content qu'on en parle. Ça Vas-y, devient obsessionnel. Là, Ouais. j'ai rêvé de cartes ces nuits. Horrible. Vas-y, explique un peu la genèse du projet. En gros, bon, là, la toute genèse, c'est que j'ai toujours voulu créer un jeu de cartes. Mm. Quand j'étais petit, j'étais hyper sensible à la magie. Jeu de cartes à jouer. ouais, jeu de cartes à jouer. classique, hein. Le classique jeu de cartes de poker, 55 cartes. Ouais. Et j'ai toujours été hyper sensible justement à la magie, aux cartes et à la manipulation et tout. Mhm. Et du coup, en tant que graphiste, j'ai toujours voulu créer mon propre jeu de cartes customisé.
Parce qu'en réalité, on s'en doute peut-être pas, mais il y a beaucoup de graphismes dans un jeu de cartes. Le dos de cartes, la boîte, toutes les figures, etc. Et donc là, on a entrepris récemment de créer une petite série sur ma chaîne YouTube dans laquelle d'épisode en épisode, on crée ce jeu de cartes. Et je me suis du coup inspiré d'un YouTuber américain qui l'a fait sous forme de série. On a repris un peu ses codes. Parce que j'avais cette idée en tête depuis très longtemps, même bien avant cette série. Sauf que je m'étais toujours dit, ouais, le travail est trop colossal. 54 cartes, c'est trop. J'ai pas le temps en fait de me consacrer à ça et je pensais le faire moi dans une seule vidéo mais en fait après ça m'a paru vraiment évident de le faire en forme de série. C'est encore plus chouette. On a beaucoup parlé, je te dis c'est un truc, faut absolument faire une série, c'est un truc sur lequel on peut engager les gens sur le long terme et tout. À fond. Et il y a ce projet qui est vachement excitant parce qu'on le fait pas mal ensemble, c'est ce truc en fait faut créer les cartes, mais après faut penser à les vendre, bien sûr, à les imprimer, à les distribuer, que ça soit qualitatif, que ça soit qualitatif, et même dans tout le cheminement, avant même de commencer à travailler la première vidéo, où genre on s'était posé 1000 questions quoi. Ah ouais. Genre déjà t'as tout l'aspect business économique de tu vends combien, comment tu le ships, comment tu, enfin tout ça, mais aussi dans le nous on voulait vraiment que autour de ce projet-là, genre la communauté soit hyper à fond impliquée. Et qu'il y ait un échange, le modèle, etc. Ouais. Et c'est du coup, je te laisse expliquer peut-être le système de sondage, de choix, etc. Ouais, ok, ouais. Bah, ce qui est trop cool, c'est que du coup, avec la série, on a vraiment cet échange où les gens donnent leurs avis dans les commentaires d'épisode en épisode. Et la force en fait de la série, bon, encore une fois, on l'a réadapté de ce YouTuber américain, c'est le côté créer des sondages en fin d'épisode pour que les gens puissent directement influer. Oui, influencer J'ai toujours du mal avec orienter le projet vers tu leur laisses pas le choix non plus de faire n'importe quoi, mais ils vont influencer le design vis-à-vis des votes. Donc je vais essayer de proposer à chaque fois en fin d'épisode des choix, comme ça pouvoir. Mais grosso modo, on enregistre fin juin et le projet devrait sortir en septembre. Alors, il sera pas sorti, mais quand le podcast va sortir, il sera pas sorti, mais il sera certainement, il y aura déjà une grosse partie sur YouTube, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, allez voir ce projet-là parce que c'est hyper intéressant. Il y a tout le process de la création du jeu de cartes. On va parler de tout, en fait, Il y a aussi le sujet de l'impression. Enfin, on se bat un peu pour réussir à tout montrer et on essaie de trouver les prestats qui nous ouvrent un peu leurs portes pour pouvoir montrer tout. Clairement. Et plus tu rentres dans ce projet, plus tu découvres des nouvelles problématiques. Ouais. Par exemple, moi, genre, à un moment, je prenais une carte et j'analyse un peu le papier. Je vois qu'il y a plein de petits points dessus et que je trouve ça trop cool. Et en fait, juste trouver quel fournisseur peut faire ça. Est-ce que c'est possible chez En fait, il y a un niveau de détail hyper élevé. Et moi, c'est un des trucs dont je me suis rendu compte quand on a commencé à bosser sur ce projet. Moi, j'étais en mode une carte en carton, en fait. Enfin, genre, c'est full. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un gros sujet. Et en fait, c'est énorme. Genre, il y a 1000 techniques d'impression, il y a 1000 matériaux différents, il y a 1000 vernis différents, il y a 1000 boîtes et types d'ouverture différentes. Après, dans la partie créa, il y a encore une infinité de possibilités. Enfin, et en fait, c'est un truc énorme. C'est vraiment, là, nous, on parle avec Cartamundi, qui va certainement être le prestataire qui va imprimer les cartes. Mais en fait, ils sont monstrueux, quoi. Genre, c'est un truc, c'est un empire. Genre, ils sont hyper nombreux à bosser là-dedans. Ils ont plein d'usines, ils sont partout dans le monde. Enfin, genre, tu te dis, waouh, les mecs, ils font des cartes en carton, quoi. Jamais tu sous-estimes ça, Et c'est insane de se rendre compte à quel point, en fait, c'est large et vaste, ce truc-là. Mais le milieu de la carte en général, c'est hyper présent, quoi. Les cartes à collectionner, les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Magic. C'est insane. C'est vraiment insane. Le poker. Mais du coup, ce projet, pour pas spoil non plus tout ce qui va se passer, mais il y a plusieurs épisodes, des choix de la communauté qui vont influencer le projet. Il y aura un système de Kickstarter, on peut le dire là parce que ça sera pas sorti, normalement ça aura été annoncé. De crowdfunding, je sais pas si ça sera sur Kickstarter, mais de crowdfunding en tout cas. De crowdfunding pour réussir à en fait pourquoi le crowdfunding, c'est parce que quand on s'est posé la question de combien de paquets on commande, parce que combien on va en vendre, c'est compliqué, c'est impossible de répondre, et donc un système de précommande et de financement participatif où évidemment si tu mets un budget tu reçois un truc en échange, c'est pas un jeu en l'occurrence. C'est pas le crowdfunding, c'est vraiment le bon moyen pour pouvoir bencher un peu le nombre de ventes qu'il va y avoir. Ça nous permet aussi de pas devoir avancer les thunes, quoi. C'est ça, ce qui est important, de pouvoir commander et en fait l'idée c'est de préparer tout pour que à partir du moment où on a fini le crowdfunding, parce que ça va être sur une période donnée, c'est-à-dire que le crowdfunding c'est un mois, c'est 30 jours, et en fonction du nombre de sous que t'as récolté et de paquets que t'as vendu, tu peux produire derrière. Et si t'as déjà préparé tes prestataires pour la livraison, etc., évidemment les prix varient en fonction du nombre de paquets, bien sûr, mais
t'as plus qu'à appuyer sur des boutons, quoi. Ouais, c'est ça. Grosso modo, on est dans cette phase-là où on essaye d'arriver à ce niveau-là où à la fin, on peut plus qu'appuyer sur des boutons. J'ai hâte qu'on soit à cette phase. Hein, ouais, on y est pas encore complètement. Et donc là, on parlait d'un projet un peu dont t'es fier, qui est en train de sortir. Ouais. Est-ce que je serai fier, j'espère. Ouais. Il est horrible. Le jeu est horrible. Le jeu ne marche pas du tout. Quand tu le sors du paquet, toutes les cartes se déchirent. Au revoir. Est-ce que t'auras un projet, donc l'inverse en fait, un projet dont t'es pas trop fier, plutôt un loupé, un truc qui a un peu fait un flop où tu dis merde, je suis pas content de ce que j'ai sorti. J'ai pas trop de projets dont je suis le moins fier, mais il existe par exemple sur YouTube une vidéo que j'ai supprimée. Enfin, que j'ai pas supprimé, je l'ai mis en non répertorié. Ok. C'est une vidéo qui parle, après là c'est juste que je trouvais que ce que je disais, j'étais plus en accord avec ce que je disais. Okay. C'est une vidéo qui explique le prix des logos, la tarification derrière les identités graphiques, etc. Okay. Et j'ai essayé de plus ou moins de répondre à cette question. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Combien coûte un logo? Combien coûte une identité graphique? Et en gros, fondamentalement... Et en fait, il y a tous les prix. Oui, c'est ça. Et j'ai essayé d'un peu structurer le truc, tu vois. Donc, je parle un peu genre des logos qu'on peut faire sur des générateurs de logos. Je parle de travailler avec un freelance, je parle de travailler avec une agence, je parle de travailler avec différents prestataires. Ouais. Mais sauf que... Et tu vois, à la fin, je parle même aussi du fait que, par exemple, en Belgique, le logo de la région wallonne a coûté genre 250 000 €, un truc comme ça. Et du coup, en fait, fondamentalement, cette vidéo... elle sert pas à grand chose, tu vois, genre, je suis pas d'accord avec tout ce que je dis, et en plus, il y a aussi une grosse confusion dans la tête des gens entre logo et identité graphique, et ça, je l'explique pas assez bien dans la vidéo, tu vois que c'est deux choses différentes, et qu'en fait, quand une entreprise paye 200 000 balles, elle paye pas juste le logo, elle paye tout ce qu'il y a autour, tu vois, et je trouvais que j'avais mal expliqué les choses, du coup, je l'ai enlevé. On peut peut-être dire que c'est ça. Ok. Fondamentalement, c'est pas un flop, mais en fait, t'es plus en accord avec ce truc-là. C'est pas du tout un flop, c'était une vidéo qui marchait bien. Mais t'arrivais pas, enfin, aujourd'hui, elle traduit plus ce que tu voulais dire. Donc, c'est ça, ouais, tu vois. En fait, c'est pour ça que tu l'as retiré. C'était pas maladroit, mais c'était, enfin, je sais pas, c'est trop compliqué, en fait, c'est très complexe. C'est trop complexe pour, ok, je vois le point. Je suis un peu perfectionniste aussi dans ce que je fais, donc, j'ai du mal un peu à, enfin, tu vois, de toute façon, tout le monde se remet tout le temps en question. Ouais. Donc, ta vidéo est à peine sortie que t'es déjà en mode, j'aurais peut-être pu le faire différemment. Ouais, donc, ok. Bien sûr, ça, c'est une maladie assez commune dans nos milieux, malheureusement. On a un petit rituel aussi, on a plusieurs petits rituels, hein, c'est pas le premier. Nous, pour le podcast s'appelle Marqueur Social. Pour nous, un marqueur social, c'est un acte créatif qui lie un créateur à sa communauté. Pour toi, c'est quoi la dernière chose que t'as fait filmer ou que t'as sorti ou contenu que t'as publié qui te définit pour que les gens te suivent? La réponse actuelle, c'est évidemment, à chaque fois que je vois des gens qui me reconnaissent ou qu'on parle et qui voient un peu mon travail, ils disent tout le temps « Ah oui, mais je t'ai connu grâce au redesign de logo. » Ouais. Et bon, récemment, il y a la série qui s'appelle Je critique et redesign de logo. C'est parce que c'est la série qui m'a fait connaître sur YouTube, qui a fait... C'est le truc qui a un peu fait... Qui a fait exploser ma chaîne. Il y a eu un avant-après, clairement, entre... avant les redesigns et après. Et mais malheureusement, genre, ça me fait hyper plaisir, hein. Évidemment, je suis hyper reconnaissant à chaque fois. Mais c'est pas forcément le projet dont je suis le plus fier sur ma chaîne. Ouais. Donc le fait qu'on me reconnaisse vis-à-vis de ça, je suis content. Mais dans ma tête, je suis plus en mode oui, mais je fais plein d'autres choses aussi. Hein. Je fais pas que des redesigns de logos. Hein. Je fais aussi ça. Mais après récemment, il y a un gars qui m'a abordé et qui a parlé justement de la marque de savon. J'étais très content pour te dire, mais en général, c'est quand même les redesigns de logos et j'espère qu'un jour ça sera effacé par autre chose, tu vois. Mais... Donc ton marqueur social aujourd'hui, c'est Je critique et redesign vos logos. Oui, clairement. Et t'aimerais bien que ce soit quoi? J'ai la réponse aussi, je pense. Mais... T'aimerais bien que ce soit le projet du jeu de cartes? Tu vois que les gens disent putain, ah ouais, c'est le mec qui a fait le projet du jeu de cartes et tout. Ça pourrait être cool, mais en vrai, j'aspire à tellement de choses différentes, tu vois, dans la création, que limite, enfin, je sais pas, c'est très compliqué comme question, parce que... Mais en fait, moi je me considère vraiment plus comme quelqu'un qui aime créer, qu'un graphiste, par exemple, tu vois. Genre, ma passion, bizarrement, c'est pas forcément le graphisme, quoi. Ma passion, c'est vraiment la création. Donc, je préférais qu'on me reconnaisse tout simplement comme un créateur que un mec qui a fait ça aussi ou ça, tu vois. Ouais, ok. Hyper bonne réponse, enfin hyper intéressant comme réponse. Merci, en tout cas à toi. Merci à toi d'être venu et d'avoir enregistré ce podcast avec moi. Merci à Grégoire qui fait partie de l'équipe, qui est juste derrière nous, on le voit pas, mais qui a préparé ce podcast. L'ingénieur. Et qui s'occupe du son et de la vidéo, donc merci à lui, une fois de plus. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Marqueur social, ça sort toutes les 2 semaines, le mardi. Et voilà, merci beaucoup encore. Merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir.